Magnifique Tech Fest, 3e édition. Et on a un invité de marque. Bonjour Luc. Bonjour. Docteur Luc Julia. S'il te plaît, oui. Eh oui, c'est vrai. À Grenoble. Quelques mots de présentation sur Luc Julia, si vous ne le connaissez pas. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Luc, c'est d'abord un chercheur sur l'IA, années 80, 90. Quelqu'un, on ne va pas refaire toute la bio, quelqu'un qui a travaillé au CNRS et qui est parti après dans la Silicon Valley, qui a été entrepreneur. Vous le connaissez aussi comme grand-père de Siri, c'est ça, l'assistant personnel de Apple, ce que vous avez sur vos iPhones pour ceux qui possèdent. Et puis, un parcours chez Apple, chez HP, chez Samsung et dernièrement chez Renault. Donc quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche sur l'IA et qui a écrit donc un livre très récemment qui s'appelle IA générative, pas créative. Voilà, qui veut tout dire. Alors Luc, justement sur cette partie un peu révolution de l'IA entre guillemets qu'on vit depuis 2022, tout du moins pour le grand public, si on devait être honnête, qu'est-ce que ça a changé cette IA générative pour le commun des mortels et en quoi vous dites souvent ce n'est pas intelligent en fait. L'intelligence n'est pas intelligent, c'est peut-être un mauvais terme, cette intelligence artificielle. Alors il y a plein de questions là-dedans, mais d'abord, si on parle d'intelligence artificielle en général, c'est vrai que c'est pas un très bon terme d'avoir appelé ça intelligence artificielle, mais ça date pas de 2022, ça date de 1956. Ça va faire 70 ans cette année qu'on appelle ces trucs-là les intelligences artificielles. C'est pas finaux, effectivement, d'avoir appelé ça comme ça, parce que ça nous fait fantasmer. Et j'ai entendu tout à l'heure encore des gens qui disent que moi je répète depuis un petit moment, c'est-à-dire que c'est pas Hollywood, c'est pas de la science-fiction. D'accord. Donc les intelligences artificielles dont on a peur, comme Terminator, ou les intelligences artificielles dont on tombe amoureux, comme Her, ça sert à rien. D'accord. C'est rigolo, c'est de la science-fiction, mais c'est pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. En fait, moi, j'aime pas mettre l'intelligence artificielle au singulier, mais je la mets au pluriel. Et je dis, si vraiment il faut que je la mette au singulier, je veux dire qu'une intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des outils aussi différents que le marteau, la scie, le tournevis. Et ça, c'est des intelligences artificielles. Les machins qui vont être utiles, par définition même de l'outil, dans des fonctions particulières. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus se développer. Et d'ailleurs, depuis 2022, on a eu encore, comme on fait d'habitude à chaque vague des intelligences artificielles, on se met à rêver que ça va être un truc qui va tout faire, papa, maman, etc. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ça, et que cette révolution n'est pas finalement une révolution, mais une évolution par rapport à ce qui s'est passé avant. On trouve des cas d'usage particuliers, dans des domaines particuliers, et là, ça commence à devenir intéressant. Par contre, les grands rêves de ce qu'on appelle AGI en anglais, l'Artificial General Intelligence, comme je l'ai entendu encore aussi tout à l'heure, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. On se calme, on ne sait même pas ce que ça veut dire l'intelligence artificielle générale. Ça sert à quoi? Ça veut dire quoi? Ce qui est bien, contentons-nous d'aller faire des trucs qui marchent dans des domaines particuliers, et ça, c'est cool. Juste pour revenir sur révolution, évolution, donc effectivement, c'est des évolutions mathématiques pour moi, parce que c'est que des mathématiques, hein, les intelligences artificielles. Mais par contre, c'est vrai que depuis 2022, il y a une révolution. Et la révolution, c'est une révolution d'usage. Parce que ce qui s'est passé avec ces IA génératives, elles nous ont donné le prompt. Et le prompt, il nous a permis à tous de pouvoir utiliser ces IA d'une manière super facile, juste avec du langage naturel. Et donc je peux effectivement communiquer avec ces IA sans être un professionnel de l'IA. Je n'ai pas besoin d'être un data scientist, un informaticien avec des API, des machins, le langage informatique. Je parle aux IA comme je parle à un humain. Et ça a révolutionné effectivement cet usage. Le problème, c'est qu'on l'utilise plus ou moins bien, parce qu'on s'est éduqué plus ou moins bien sur la capacité de ces IA. Et donc, on fait des bêtises, vous faites des bêtises. En longueur de journée, on utilise ces IA pour tout et n'importe quoi, et malheureusement, souvent pour n'importe quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est bête? Voilà, plus ou moins bête. C'est bête parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que ça serait l'intelligence? C'est compliqué à définir certainement, mais il y a une définition du dictionnaire. En fait, l'intelligence, c'est la capacité de faire des trucs nouveaux en quelque sorte. Donc l'intelligence, en gros, si on fait un raccourci, c'est savoir innover. D'accord? Donc savoir créer, finalement. Et ces IA ne créent rien, n'innovent en rien, parce que ces IA, surtout les IA génératives, ces IA statistiques dont on parle donc depuis une trentaine, quarantaine d'années maintenant, ces IA statistiques sont basées sur des modèles. Et par définition même du modèle, le modèle, je copie.
D'accord? Et donc, ça n'invente rien, ça ne crée rien. Donc, c'est foncièrement idiot. D'accord? On va faire des trucs dans des modèles particuliers, mais encore une fois, ça sert à quelque chose dans ces cas particuliers. Donc, c'est idiot, mais idiot dans le machin qui va bien. D'accord? Mais c'est embêtant potentiellement quand on va commencer à utiliser ces machins d'une manière générique. On va leur poser des questions dans les modèles qui ne savent pas forcément les réponses, qui vont halluciner ou qui vont faire des erreurs dans les réponses, et là, ça devient embêtant. D'accord? Donc, il aurait fallu, au moment où ces IA sont arrivés, qu'on s'éduque sur ce que c'était vraiment et qu'on les comprenne. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent n'importe comment et qui l'utilisent de manière triste, parce que quand on a des gens qui se suicident parce que l'IA leur a plus ou moins indiqué un chemin pour le faire, c'est quand même un peu embêtant. Donc, c'est pas des psys, c'est pas des copains, il faut arrêter ça. C'est rigolo des fois, mais foncièrement, quand on prend ça comme un truc générique, ça sert à rien. Vous savez, je compare souvent en fait une IA, ces IA génériques, à un couteau suisse. Le couteau suisse, c'est rigolo, hein, c'est marrant, bon, machin, il y a plein d'outils dedans, mais ça sert strictement à rien. C'est-à-dire, quand on réfléchit bien, ça ne sert strictement à rien. Si je veux monter un meuble, si je veux faire du bricolage, je ne vais pas le faire à un couteau suisse. Je vais aller chercher le vrai marteau, la vraie scie, le vrai tournevis. En fait. Le bon outil, d'accord? Donc le couteau suisse, c'est marrant, les IA, c'est marrant, mais ça sert foncièrement à rien, sauf si on l'utilise dans des domaines particuliers. Alors là, on est en train de passer à un autre cas, parce que les termes dont on entend parler aujourd'hui dans la tech, on nous bassine, entre guillemets, avec l'IA agentique, en fait. Donc une exécution quelque peu automatisée de... voilà, et donc, est-ce que ça... On change de prisme, on change de... Voilà, C'est super intéressant l'IA agentique parce que justement, l'agent, c'est quoi? L'agent, ça va être quelque chose de super spécialisé, justement. Donc on commence, on a réalisé, bon, on est parti sur le gros rêve, d'accord? Et on commence à redescendre sur Terre. Et effectivement, on va faire ces agents hyper spécialisés. Et ces agents, on va les orchestrer. C'est-à-dire qu'il va falloir les faire intervenir les uns après les autres, ou en concurrence, ou on verra bien, d'accord? Pour pouvoir faire des tâches en autonomie ou pas, mais c'est cette orchestration qui va être rigolote, qui va être intéressante. Mais chacun des agents eux-mêmes, ils sont hyper spécialisés et hyper bons dans leur domaine. Ils sont en général, en plus de ça, super plus petits. Donc plus petits, ça veut dire aussi plus frugaux, parce qu'on a des problèmes de ces gros agents. Alors frugaux, on va peut-être aussi expliquer, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que ça ne fait pas péter la planète. D'accord. Le problème de l'IA, de ces IA génératives en particulier, parce qu'elles sont excessivement gourmandes, non seulement au niveau de la création des modèles, mais au niveau de l'utilisation, quand on fait ce qui s'appelle l'inférence. Elles sont super gourmandes. Elles sont gourmandes en électricité, ça on sait tous. Hein. Donc on a l'idée des data centers qui utilisent énormément d'énergie. Mais c'est gourmand aussi en eau, donc en d'autres ressources que juste l'électricité. Donc ces grosses IA font péter la planète, d'accord, en gros. Quand on va faire des IA agentiques, la bonne nouvelle, c'est que c'est des agents, donc c'est des IA qui sont plus petites, plus frugales, et donc elles peuvent être d'ailleurs aussi en local, d'accord, c'est pas la peine qu'elles soient dans le cloud, et elles peuvent être dans ma montre, elles peuvent être dans mon téléphone, d'accord, et je vais les orchestrer, aller les chercher là où elles sont. En fait, ça, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on faisait dans les années 80. Il y avait les modèles d'agents déjà qu'on faisait dans les années 80. À l'époque, les agents, ils n'étaient pas aussi intelligents que ça parce qu'ils n'utilisaient pas les techniques qu'on utilise aujourd'hui quand on les spécialise. Mais c'est un vieux problème, ces IA agentiques, d'orchestration. Et c'est ça qui est excitant et c'est ça qui va faire des choses intéressantes parce qu'on va vraiment faire des vrais systèmes qui vont délivrer des choses utiles et qui vont être un peu plus complexes que juste les agents eux-mêmes. Alors vous qui avez travaillé dans des grands groupes, en quoi c'est utile aujourd'hui l'IA pour le commun des mortels? Vous avez cité la santé, je sais que vous avez travaillé dans l'automobile aussi, enfin... Ça dépend. Donc ce qui est bien, c'est que quand on va spécialiser les IA, on va trouver des cas d'usage. On sait très bien que c'est compliqué de trouver des cas d'usage. Vous avez peut-être entendu parler de l'étude du MIT de août 2025 qui vous dit que tous les POC, tous les proof of concept qu'on a fait dans les 3 dernières années, d'accord, disons 2024 à 2025, tous les proof of concept qui ont été faits là, enfin pas tous, mais 95% des proof of concept n'ont strictement rien donné, point de vue ROI, point de vue retour sur investissement. Il y a eu des abandons, énormément d'abandons dans les entreprises. Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on a essayé de faire des trucs un peu génériques, on nous a vendu des trucs trop génériques. Mais par contre, on a commencé, et 5%, c'est 5% de beaucoup de POC quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont réalisées. Et donc ces 5%, c'est quoi? C'est des choses hyper spécifiques dans des domaines particuliers. Alors que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans
dans n'importe quel domaine, on trouve ces cas d'usage. C'est compliqué de trouver les cas d'usage parce que c'est encore des technologies qui arrivent, qu'on commence à peine comprendre. D'accord? Donc on est toujours dans l'innovation. Et quand on est dans l'innovation, ça prend du temps de trouver des choses et on échoue. Et c'est ce qui se passe en fait avec ça. Donc des cas d'usage particuliers, je peux en citer 2 ou 3, c'est pas la peine d'en citer trop, mais dans l'automobile par exemple, on est allé. D'ailleurs, ça pourrait être applicable à plein de différents domaines. Mais on est allé dans les achats, par exemple, et on a fait une IA qui est spécialiste des achats, qui fait des contrats pour Renault, qui fait des contrats Renault pour Renault, et qui permet aux gens des achats de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire quand ils font des achats, c'est aller chercher les fournisseurs, et pas d'écrire les contrats. D'accord? Il suffit maintenant que je dise à l'IA, achète-moi 10 000 pneus à 3,50 francs à Monsieur Michelin, et le truc, il génère le contrat. D'accord? Alors qu'avant, je faisais ça dans Word avec des templates. Bon, ça marchait plus ou moins, mais ça marchait quand même. C'est pas tellement une question de gain de temps aussi. Ce qu'il faut comprendre, et ce qu'on a compris, ce qu'on commence à comprendre aussi avec ces IA génératives, c'est qu'on n'est pas tellement dans la comment on appelle ça, le gain de temps et le gain de productivité. C'est pas vraiment ça qu'on a avec ces IA aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce qu'on espérait. D'accord? On va pouvoir virer tout le monde. Ça va être super, on va virer tout le monde. Ça fait peur. Et ça fait peur, mais c'est pas la peine d'avoir peur parce qu'on se rend bien compte que de toute façon, ces IA ne sont que des assistants. Ils vont nous permettre de faire les choses mieux. C'est de la coopération entre l'humain et les IA. J'ai entendu encore tout à l'heure, ce qui est vrai, c'est que l'humain est essentiel à l'IA. Et l'IA est essentielle à l'humain quand on va faire ces choses-là. Et donc, ce que je disais, c'est pas vraiment de la productivité. Il y a des métiers où, effectivement, il y a des tâches qui vont être des tâches plus productives grâce à ces IA. Mais ce qu'on voit surtout avec les IA génératives, c'est de la qualité. C'est-à-dire que les trucs sont mieux faits. D'accord? On a vu ça, donc je parlais des achats, les contrats sont mieux faits, d'accord? Ils sont mieux rédigés, etc. Pour les designers aussi, ça leur permet de faire des trucs mieux. Les dessins sont plus jolis, les machins. Mais ils sont là, c'est eux qui créent. Je reviens sur la créativité donc, et sur ce que je disais tout à l'heure. C'est super important de comprendre qu'un designer va utiliser l'IA pour créer. C'est le designer qui crée, mais l'IA va générer. Et le designer, il va faire générer à l'IA des brouillons, en quelque sorte, qui vont lui faire tourner le cerveau un peu mieux, un peu plus rigolo, enfin d'une manière un peu plus rigolote, et poum, il va créer quelque chose d'encore plus extraordinaire. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut voir ces IA, c'est de la coopération. Vous savez, on a vu ça avec la robotique. La robotique, ça fait 40 ans qu'on en fait maintenant, on a appris comment ça marchait. Au début, on avait dit, ouais, les robots, ça va être super, on va virer tout le monde dans les usines et on va mettre que des robots. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Hein. Il y a beaucoup moins de gens, il y a des tâches répétitives, il y a des tâches qui sont effectivement remplacées par les robots, mais les humains sont toujours là, ne serait-ce que pour taper de temps en temps dans les robots pour les faire remarcher. Mais finalement, ce qu'on a fait et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la cobotique. La cobotique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la coopération entre le robot et moi. D'accord? Eh bien, pour ces IA, et l'IA en général, et depuis la nuit des temps, on va avoir de la coopération entre ces IA et ces humains. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes avec ces outils, parce que ces outils vont nous augmenter. Si moi, j'ai vraiment une définition à donner de l'IA, je vais dire que c'est de l'intelligence augmentée. C'est mon intelligence qui est augmentée par ces IA, et donc je deviens meilleur grâce à ces IA. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Tech Fest. Il y a un village de la robotique à le visiter. Ils sont très très présents. Voilà. Alors, on va parler de Yann Lequin qui vient de quitter Meta et qui vient de créer donc une start-up qui s'appelle AMI et qui dit qu'il cherche une voie quelque peu différente des LLM. Voilà, est-ce que vous avez pu échanger avec lui sur et qu'est-ce que ce nouveau prisme? Est-ce que il parle d'IA capable de comprendre le monde physique et pas seulement de manipuler du texte? Est-ce que c'est une piste que vous trouvez intéressante et renouvelée et une chance aussi de souveraineté? Parce que la thématique de Tech Fest, c'est la souveraineté cette année. Alors, bon, la souveraineté, on peut y revenir. Hein, ça va être, tout dire et rien dire. Ouais, ça peut être très compliqué. Mais pour ce qui est de Yann Lequin, évidemment, c'est un domaine de recherche intéressant. D'accord? Il dit
comme disent tous les gens qui font de l'IA et qui racontaient pas trop de bêtises sur l'IA depuis les 3 dernières années, que les LLM et les IA génératives, c'est pas la panacée, c'est pas quelque chose qui va nous amener vers cette IA générique, générale, enfin celle qui est un rêve, d'accord? Donc lui, il le dit depuis un moment, et il dit, j'ai une autre idée. Et l'idée, effectivement, c'est ce qui s'appelle les world models, donc le modèle du monde, où on va essayer de capturer des choses qui sont le contexte, et puis plus de choses que juste le texte, effectivement, qui décrit le monde. Donc, c'est intéressant, c'est un domaine de recherche sur lequel il travaille depuis un petit moment, hein, donc il a cette idée depuis un petit moment. Là, il va pouvoir l'appliquer. Il a décidé de venir l'appliquer en France avec des ingénieurs français parce qu'il faut aussi arrêter de raconter n'importe quoi sur le fait qu'on est en retard, blablabla. On est les meilleurs du monde. Je veux dire, il faut être clair, on est les meilleurs du monde. On peut se le dire. Mais oui, il faut à Grenoble, on n'est pas mauvais non plus. Hein, à Grenoble, en l'occurrence, c'est le cœur, le poumon des IA et des mathématiques, etc. Parce que ces IA ne sont que mathématiques et nous sommes les meilleurs du monde en mathématiques. D'accord? Donc il faut arrêter de se flageller et se dire ça. Bon, bref, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne comme Yann Lequin, il vient s'installer en France, il va prendre des talents qui sont des talents français et il va venir faire son truc ici. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. D'accord, je ne sais pas si lui-même il sait, mais c'est pas grave. On va essayer autre chose, parce qu'il faut essayer autre chose. Et en fait, quand on regarde dans ces 70 dernières années, on a essayé des choses à chaque fois, et à chaque fois, on trouve des nouvelles IA. Et là, bon, ça sera un nouveau type d'IA. Il y aura d'autres choses, il y a des trucs, il y a des IA hybrides qui arrivent aussi. Les IA hybrides, c'est quoi? C'est des IA qui mélangent les statistiques avec la logique. Pourquoi pas aussi, hein, c'est pas facile, mais pourquoi pas. Donc, il y aura des nouvelles IA qui vont arriver. Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 6 ans? J'en sais rien. On n'en sait rien. On travaille dessus. On s'excite un tout petit peu dessus. On sera excité sur le machin un peu trop. Ça va nous désexciter à un moment donné parce qu'on se rend compte que ça ne fait pas exactement ce qu'on croyait que ça va faire. Mais on va trouver des cas d'usage pour ces nouvelles IA et aussi pour les IA qui sont les IA précédentes. Donc l'essentiel, c'est de trouver les cas d'usage dans des domaines particuliers. Et là, ça marche. Aujourd'hui, vous restez jusqu'à demain, ici à Grenoble, donc je pense qu'il y a peut-être des rencontres que vous allez faire avec des chercheurs, avec des entrepreneurs, parce que vous êtes un entrepreneur, et aussi avec des jeunes. Demain, vous allez échanger avec des jeunes lycéens, échanger aussi avec des jeunes ingénieurs de l'UGA, et vous passez beaucoup de temps avec les jeunes, aller dans les écoles. Pourquoi, dernière question, pourquoi ça vous plaît? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi vous trouvez ça intéressant? C'est intéressant parce qu'on dit souvent, là, en ce moment, surtout en ce moment, là, d'accord, on a la génération TikTok qui deviennent complètement cons. Bon, il faut être clair quand même. Donc, il faut aller les motiver, il faut aller les remotiver. Et surtout, il faut arrêter la petite musique que j'entends tout le temps, là, que j'entends souvent, qui est « c'est plus la peine d'apprendre quoi que ce soit parce que l'IA va le faire à ma place ». Ça, c'est une bêtise absolument absolue. Donc, moi, je vais dans les écoles, et dans les écoles, depuis la plus petite école jusqu'aux facultés et aux grandes écoles, pour aller expliquer que surtout, il faut continuer à se former. Surtout, il faut continuer à apprendre des métiers. Surtout, il faut continuer à être excité sur être boulanger, être plombier, être comptable. Parce que de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler avec les IA et les IA ne vont pas nous remplacer, mais on va travailler ensemble. L'IA, on va lui injecter des trucs parce qu'on sait les trucs et l'IA va nous injecter des trucs parce qu'elle sait des trucs. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et il faut répéter ça aux gamins là, tout le temps et leur dire éduquez-vous. Bon, évidemment, faites des maths, hein, parce que surtout si vous voulez faire de l'IA, ça c'est autre chose. Mais c'est important. Ça m'embête un peu quand j'entends on doit faire de l'IA à l'école. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? On ne va pas faire de l'IA à l'école. À l'école, il faut faire des maths. Et du français, et de l'histoire, et de la géographie. Et on a une chance extraordinaire ici en France, c'est qu'on est multidisciplinaire. Il y a plein de pays, dont les États-Unis par exemple, où les éducations sont monolithiques, ou presque. D'accord? Nous, on a la chance d'avoir une vue comme ça, et c'est notre force. La Polytechnique, c'est notre force. Et c'est pour ça qu'on est les meilleurs du monde. Merci Luc Julia. On peut l'applaudir et on vous souhaite une bonne journée.